on arrive à la fin des années 90 avec un pays presque sans gouvernance. Il ne faut pas hésiter de le dire, ou à le lire. Alors ça, bonne gouvernance d'un État, c'est d'assurer que tout ce qu'on fait sur son territoire se fait sans porter atteinte physique au territoire. C'est ce qu'on appelle maintenant l'écologie. Il y a des décisions qui, des fois, vont au-delà des compétences de ceux qui font les lois. Par exemple, si on décide de faire de l'exploration des gaz de schiste, ça prend de l'expertise, ça prend un savoir-faire et une compréhension souvent qui n'est pas à la portée du politicien. Bon. La révolution algérienne, par exemple, a été beaucoup mieux gérée et conduite que ne l'est le pays indépendant, même 50 années plus tard. On sait aujourd'hui que la bonne gouvernance, ça s'articule autour de 3 éléments. Servir le citoyen d'abord, c'est-à-dire mettre au cœur de la gestion publique le citoyen. Et tout, absolument tout, par rapport à ses valeurs, par rapport à ses besoins, et on va tout faire autour. On va bâtir les structures qui vont le servir. On va former les cadres qui vont le servir. On va choisir les produits et les services dont il a vraiment besoin. On va mesurer l'efficacité de ces mesures-là en fonction de ce qu'il pense. Sa perception compte énormément. Et puis, on s'organise, c'est-à-dire comme pouvoir public, comme autorité locale et nationale, on s'organise autour du citoyen, et non pas l'inverse. Ça, c'est les pratiques de bonne gouvernance. Ça, c'est le premier élément. Le citoyen d'abord, ou ce que nous appelons aujourd'hui la qualité des services aux citoyens. Alors, bonne gouvernance, s'il y avait une définition, disons, universelle et définitive, ça serait trop beau. La bonne gouvernance, pour moi, c'est la gouvernance, ou disons la gestion, l'administration, la politique économique, qui est adapté au contexte au pluriel. Alors, le contexte historique, le contexte mondial, le contexte local. Alors si cette gouvernance-là est adaptée à ces contextes, si elle en tient compte, si elle les suit, si elle y réagit de façon adéquate et avec une espèce de veille comme ça, systématique, bon, on est dans la bonne gouvernance. Deuxième élément, il faut le servir, ce citoyen, mais selon des règles précises, selon une reddition de comptes et selon des pratiques de transparence. Ça, c'est le deuxième bloc de variables qui nous permet de dire que c'est une saine gouvernance. Autrement dit, servir le citoyen, mais avec des institutions qui tiennent la route, avec des institutions qui vont transcender la population, qui vont transcender les individus. Ce ne sont pas des individus qui sont à la tête des structures. Ces individus-là font partie des structures et des institutions qui vont servir le citoyen. Donc, ces individus, en disparaissant, en partant, en démissionnant, ne font pas on n'affecte pas de manière négative ces institutions. Quand on arrive à ça, nous sommes dans des systèmes transparents, dans des systèmes responsables, dans une reddition de comptes. Alors bon, est-ce qu'en Algérie, il y a une bonne gouvernance? La réponse à cette question est relativement facile. Tout le monde peut, en référence à ce que nous avons dit auparavant, enfin aux éléments de gouvernance, peut démontrer qu'il n'y a pas bonne gouvernance. Donc ni au plan politique, ni au plan économique, ni au plan civil. Et le troisième bloc de variables qui nous permet de dire que c'est une bonne ou une saine gouvernance, c'est quand on optimise, ou devrais-je dire optimalise, les ressources et les moyens. Quand chaque dinar algérien dépensé donne la satisfaction voulue. Quand chaque dinar, quand on va investir dans les affaires publiques, donne une utilité, donne une richesse à la population ou donne un service de qualité à la population. Ce que nous appelons aujourd'hui
optimiser les ressources et les moyens publics. Alors quand le citoyen est satisfait, quand les enveloppes budgétaires sont respectées, les moyens sont parmi les meilleurs, où les bons moyens sont déployés, et quand il y a un système de responsabilité, des réductions de comptes et public, j'allais dire, on peut dire que c'est une saine gouvernance. Est-ce que l'Algérie aujourd'hui dispose d'un système de gouvernance sain? On sait très très bien, la réponse est non. Donc il nous faut en Algérie une deuxième république, comme De Gaulle a fait une cinquième république pour la France. Il est passé de la quatrième à la cinquième république, parce qu'il voyait bien que la quatrième république était en train de conduire la France, une certaine conception de la France qui allait la conduire directement au mur. Donc voilà ce qu'il nous faudrait, penser un peu comme ça, une autre Algérie avec une deuxième république. Mais à mon avis, il n'y a pas de solution miracle, ni de solution radicale. Il faut aller vers une approche progressive du changement à l'intérieur des institutions algériennes. Il va falloir qu'il y ait une réalisation de tous les stakeholders, des parties prenantes. Qu'il y a aujourd'hui, je dirais pas un dysfonctionnement, mais un fonctionnement qui ne va pas dans le sens de mise en place de processus optimaux. Il faut associer le citoyen. Une société qui n'est pas associée, c'est une société exclue, c'est une société sous tutelle, c'est une société qui ne peut adhérer à une quelconque réforme ou à un quelconque système. Il faut bien se rendre compte que le niveau de pourriture du système est considérable. Je ne crois pas, moi personnellement, que le système peut se corriger par lui-même. Malgré la bonne volonté de beaucoup de gens qui en font partie. J'ai le cœur qui se déchire à chaque fois que je vais en Algérie et que je vois qu'il y a des quartiers quasiment fermés et gardés par des milices privées où on vit au XXIIIe siècle avec des produits de super luxe qui arrivent parfois directement par avion de pays étrangers, etc. Et d'autres quartiers où on en est encore à vivre pratiquement dans les pires conditions du pire colonialisme qu'on a subi. Or, ça c'est le rôle de l'État. Les gens interviennent au coup par coup, au gré de leurs ambitions, de leur visée, et il n'y a aucune intervention, ni de la loi, ni des normes, ni des plans, ni des pouvoirs publics. Le citoyen moyen au jour le jour, quand il dépose, je prends un exemple seulement, quand il dépose une demande pour avoir un logement décent, il a besoin, aussi modeste qu'il soit, il a besoin qu'on lui dise quels sont les critères et qu'il puisse les comprendre, ces critères-là. Quel est le processus, comment les demandes sont analysées, qui va analyser les demandes, comment cette analyse-là va aboutir, quel est le résultat de cette analyse-là de manière transparente. Or, on est très très loin, qu'on le veuille ou non. Idem en éducation nationale, idem en énergie, idem dans tous les secteurs, il y a ces tensions-là qui sont sur les administrations, qui vont devenir encore beaucoup plus grandes dans les années à venir. Ensuite, il y a le problème de ce qu'on appelle de ce qu'on appellerait au niveau de la gouvernance de l'autorité. C'est quoi l'autorité? L'autorité, c'est en fin de course, c'est qui peut prendre des décisions pour l'ensemble d'un pays. Et ça, on peut dire que ceux qui sont élus, par exemple,
ont ce pouvoir-là et que c'est le processus électoral qui leur donne ce pouvoir. L'expérience d'industrialisation, par exemple, dans les années 70, a montré les limites d'une telle démarche basée sur l'importation. La première leçon aurait été de retenir que l'accès aux technologies importées n'en assure pas une appropriation et une maîtrise sociale. Les faiblesses de la gouvernance sont apparues aux yeux des élites politiques comme une tare, disons, du mouvement national et de la nation algérienne. Au lieu de les considérer comme une faiblesse organisationnelle, ils les ont considérés comme une tare. Finalement, bon, c'est parce qu'on est des Arabes que c'est comme ça, disons, si l'on voulait simplifier. La révolution algérienne, par exemple, a été beaucoup mieux gérée et conduite que ne l'est le pays indépendant, même 50 années plus tard. Pourquoi ? Parce que nos parents et les dirigeants qui ont assumé et conduit cette révolution étaient mieux instruits? Non. Mieux scolarisés? Non plus. On sait que rares parmi eux étaient ceux qui ont abordé l'université, et ceux-ci se comptaient sur les doigts d'une seule main, ou peut-être juste un peu plus. Ce n'est pas pour négliger l'éducation ou la compétence, loin de là, c'est pour dire que de nos jours, ce n'est pas tant un problème de compétence, mais d'engagement social et de volonté politique. D'abord, le droit doit être, la loi doit être approchée en termes de mécanismes qui visent à assurer d'abord et surtout l'équité et la justice. Je pense que si les dirigeants actuels, que je trouve personnellement particulièrement pessimistes, ils ne croient pas en l'Algérie, c'est mon opinion. Si ces dirigeants laissaient la place, moi je crois que les Algériens sont capables de trouver leur chemin et de régler bien entendu ces questions de manière satisfaisante. Dans tous les cas, ça va prendre beaucoup de temps. Mais je crois que si les gens pessimistes d'aujourd'hui laissaient la place, je pense que l'Algérie s'en sortirait.